Quand tu affrontes ta finitude, tu te dis, ok, en fait, on n'a qu'une vie, c'est maintenant qu'il faut faire ce qui te fait kiffer, quoi. Moi, j'ai l'impression que bientôt, c'est vous les gourous, hein. Les amis, aujourd'hui, je me trouve à la ferme Champ Libre, en Picardie, dans l'Oise. Elles y font du maraîchage diversifié, avec une rentabilité au mètre carré que j'ai trouvé très surprenante. Et je vous laisse donc tout de suite en très bonne compagnie avec Juliette, Marie et Cécile. Eh bien, malgré nos lunettes noires, nous ne sommes pas un groupe de rock'n'roll, non. Nous sommes à la ferme Champ Libre, chez Juliette, avec Marie-Lou et Cécile. Comment ça va? Ça va très bien. Moi, je suis hyper contente que tu sois là. Toute cette démarche de Farm Tour, elle est géniale parce que aller dans des fermes, il y a très peu de gens qui le font. Qui plus est, des fermes très diverses dans toute la France. Enfin, c'est génial. Je regarde tes vidéos, j'apprends plein de trucs en plus en regardant tes vidéos. Ben, c'est génial parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, c'est les gens qui vont apprendre plein de trucs. Exactement. Tu vois, la transmission du savoir, c'est magnifique. Alors, on est d'abord chez toi, à la ferme Champ Libre, mais tu n'es pas toute seule, ça gravite autour. Par qui on commence? Allez, on commence. Donc moi, je suis Juliette de Lombardon. J'ai 44 ans, je suis mariée depuis 22 ans. J'ai 2 enfants de 15 et 11 ans. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans un tout autre domaine que l'agriculture. Qui était, on veut savoir? J'organisais des expositions d'art contemporain. On était quand même dans la culture, donc l'agri quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, à la faveur de réorganisation au sein de ma boîte, je me suis dit, waouh, en fait, je me vois pas faire ça pendant les 20 prochaines années de ma vie. À l'époque, j'avais 35-36 ans. Et là, j'ai eu l'opportunité de me poser pendant un an, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire en fait de toute ma vie. J'ai embrayé des études, des jobs et j'ai eu un an pour réfléchir à ce que je voulais faire et ça a été un vrai raisonnement intellectuel, malheureusement un peu trop intellectuel, donc assez vite je suis allée vérifier que ce que j'avais imaginé me plairait et donc ce que j'avais imaginé c'était en fait répondre à mes besoins profonds qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs à l'époque d'être plus souvent avec les gens que j'aime, donc mon mec et mes enfants, et mes amis d'ailleurs, d'être dehors. J'ai quand même vécu pendant 15 ans enfermée dans un bureau, enfin même si j'ai beaucoup bougé. Sur Paris, tu étais? Ouais, à Paris. Je suis très gourmande, donc j'adore manger. Bienvenue au club. Je me suis toujours intéressée à la façon dont on produisait notre nourriture. Et je suis aussi assez branchée par la santé et du coup la santé par l'alimentation. En fait, ce raisonnement intellectuel, c'était ok, en fait, quand tu deviens paysanne ou paysan, tu crées du beau, tu protèges l'environnement, tu prends soin de ta santé et de celle des gens et tu bouffes bien, quoi. Tu sais ce que tu bouffes. Donc tout ça a été très pensé, c'est pas arrivé tout de suite du tout. C'était une page blanche très flippante au démarrage. Et en plus, moi, je pense que j'étais, à l'époque, ça n'existait pas ce mot éco-anxieuse, mais en fait, je pense que j'étais, enfin, c'est pas je pense, j'étais éco-anxieuse avant l'heure. Je me suis intéressée à tout ça par le biais des OGM et des faucheurs volontaires, mais avec José Bové il y a... Voilà, dans les années 2000. Et ça a été mon pied d'entrée dans le monde agricole, en tout cas dans mon intérêt pour le monde agricole et l'agriculture. Et du coup, me voilà partie pour aller bosser 3 mois dans une ferme près de Fontainebleau, où c'est en novembre, je suis dans la gadoue, il pleut, c'est moche, les jardins à cette période-là sont moches, mais j'adore, je kiffe, je prends mon pied et je décide à la fin de l'année 2016 de passer un BPREA que je démarre en 2017. C'était super de le faire à distance parce que je pouvais passer une partie de ma semaine sur mes études agricoles et l'autre partie dans une ferme en Seine-et-Marne. Donc je prenais mes bottes, j'allais dans le métro, je prenais la ligne 7 jusqu'à la gare de l'Est, puis après je prenais un train jusqu'à Coulommiers et puis après je prenais un vélo et j'arrivais dans cette ferme où je faisais mon stage de BP. Là, j'y suis restée quasiment 1 an et demi, à mi-temps, tu vois. Et comme ça, j'ai pu voir tout ce qui se passait dans une ferme maraîchère qui à l'époque était en MSV, maraîchage sur sol vivant, et qui travaillait très peu le sol. Et ça, c'était des choses qui, moi, m'inspiraient beaucoup. Il y avait le mouvement MSV et évidemment un certain Jean-Martin Fortier, dont beaucoup, qui est un peu, j'aime dire, le gourou du maraîchage 2.0, quoi. Et voilà, je me suis plongée dans tout ça avec bonheur. Et en fait, en fin 2017, j'ai rencontré Nathalie Leclerc, l'agricultrice à qui je loue ce terrain. Et elle m'a proposé donc l'ancienne prairie des vaches de sa ferme à louer. Et ça, c'était complètement miraculeux parce que, comme je te le disais tout à l'heure, l'obstacle numéro 1 pour les néo-ruraux, les NIMA, les non-issus du monde agricole comme moi, l'accès à la terre, c'est impossible. Je sais très bien de quoi tu parles. Ouais. Et voilà, et du coup, je trouve le terrain, je crée l'entreprise individuelle agricole en 2019. Ah, donc 2 ans après ton BPREA. Ouais, assez vite en fait.
Et là, j'ai commencé à monter mes serres, à creuser des tranchées pour installer tout le système d'irrigation. Je devais avoir un forage parce qu'ici, il n'y a pas d'eau. Et donc, c'était quand même un peu embêtant, ça. J'avais évidemment prévu un bassin de rétention. Idéalement, j'aurais voulu faire que de la récup d'eau. Mais en fait, il fallait que je crée une piscine olympique pour avoir suffisamment d'eau. Il y a eu des étés ici où il n'y a pas eu de pluie pendant 3-4 mois d'affilée. Contrairement à cette année. Contrairement à cette année. Et du coup, j'ai abandonné la piscine olympique et j'ai opté pour un forage qui creuse à 30 mètres dans une petite veine d'eau, mais qui nous permet d'arroser chaque bloc les uns après les autres. Et donc, l'entreprise du forage m'a plantée. Et donc là, j'ai décidé de ne pas démarrer ma première année sans eau. Ça me paraissait un peu dangereux. Et du coup, ma première année de culture, c'était en 2020. Là, j'étais toute seule en 2019, 2020, 2021. Et après, en 2022, est arrivée Cécile. J'avais prévu d'embaucher une saisonnière ou un saisonnier. Et Cécile, on s'est rencontrés dans la région. Parce que moi, du coup, j'ai quitté Paris pour m'installer ici en 2018. On s'est rencontrés autour de sujets écolos. Et j'ai proposé à Cécile de prendre le job. J'ai été aussi une ferme d'accueil pendant 2 ans pour quelqu'un, Guillaume, avec qui on est venu au spectacle, qui voulait devenir maraîcher et se tester. Alors juste, tu ne l'as pas dit, alors Guillaume avec qui tu es venu au spectacle, pour les gens, ils savent parce que, en fait, vous êtes venus toutes les deux avec Guillaume me voir en spectacle au Grand Point Virgule cette année. Et Guillaume vous a accompagné, on s'est rencontrés comme ça. En fait, on est là un petit peu par hasard finalement. Oui et non, parce que Cécile, elle a pianoté sur Insta quand même. Ouais, pas mal. Voilà, Guillaume s'est testé pendant 2 ans et puis il est parti. Et Marie-Lou est arrivée à la suite de Guillaume parce que Marie-Lou habite le village, veut aussi devenir maraîchère. Non, elle habite plus que le village, elle habite en face. Ouais, elle habite en face de la ferme. C'est quand même inespéré qu'il y ait 2 personnes dans ce village de 700 habitants qui veulent faire du maraîchage. Et avec Marie-Lou, on s'est rencontrés, ça a vite matché. Et du coup, là, on travaille ensemble depuis novembre, je dirais. Novembre 2023. On travaille sur la création d'un collectif, même si c'est que 2. On parle déjà de collectif. Et moi, j'ai déjà fait pas mal les frais du fameux PFH, le putain de facteur humain. Et donc, les fermes en collectif, on sait que c'est pas toujours évident à faire vivre, en tout cas dans la durée. Cette année, on voit qu'on se teste toutes les 2. Mais moi, je trouve que voilà, on fonctionne plutôt super bien. Du coup, là, tu es en train de me faire une transition en fait pour qu'on parle de Marie-Lou, c'est ça? Exactement. Du coup, Marie-Lou, est-ce que tu te présentes à ton tour, hein? Tu n'es pas obligée non plus, comme Juliette, de dire ton âge, ton nombre de maris, d'enfants, tout ça. C'est pas obligatoire. Attends, je n'ai pas demandé, elle a raconté d'elle-même, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Tu sais, c'est important parce qu'en fait, d'être une nana avec des enfants et de s'installer en maraîchage, ça paraît peut-être évident, mais ça l'est pas du tout. Mais c'est sûr. Donc moi, Marie-Lou, j'ai fait des études dans le commerce, j'ai travaillé dans les achats internationaux. Et au moment donné du Covid, du coup, pause dans mon boulot. Et j'ai été logée par une personne qui avait son petit potager. Et du coup, j'ai planté ma première tomate. J'ai trouvé ça absolument splendide, ce qui se passait à ce moment-là. Pile poil à ce moment-là, Juliette venait d'ouvrir sa ferme, du coup, en face de chez mes parents. Donc du coup, je suis venue donner des petits coups de main l'année d'après sur la ferme pour les jours de récolte où il y avait beaucoup de boulot ou par-ci par-là de temps en temps. J'ai vraiment adoré. On m'a proposé un petit terrain chez des voisins là, pour que je puisse tester un petit potager moi de mon côté. Et pareil, ça m'a trop plu. Et donc du coup, je me suis dit, bon, faut se lancer, quoi. Faut arrêter les achats industriels et faut se lancer dans le maraîchage. Excellent. Et du coup, ça fait maintenant 4 ans, Covid. Ouais. Donc ça fait 4 ans que je me lance dans cette aventure de maraîchage où j'ai passé mon BPREA en 2022 en faisant mon stage du coup de BPREA sur cette ferme avec Juliette, Guillaume et Cécile. L'année dernière, je travaillais dans une autre ferme qui était près de Fontainebleau. Et là, du coup, ça fait... La même que toi, Juliette ou... Non, une autre. Mais il y a beaucoup de fermes maraîchères dans la couronne sud de Paris, beaucoup plus que dans la couronne nord, quoi. C'est vrai, quand j'ai voulu chercher du boulot en maraîchage pour une saison, nous, dans notre côté de la banlieue parisienne, il n'y avait vraiment pas de boulot en maraîchage bio. Nous, on est dans un désert de la bio et un désert du maraîchage. On n'a que des céréales, pommes de terre, betteraves. Alors c'est vrai qu'on n'a pas situé, mais là on est dans les Hauts-de-France. Hein. En fait, on est à 45 km au nord de Paris, mais autant l'Île-de-France s'étend énormément au sud jusqu'en fin fond de la Seine-et-Marne, autant nous, à 45 km, ça s'arrête. Et donc là, on est déjà dans les Hauts-de-France. Mais moi, je suis très proche de tout le réseau Abiosol. J'avais jamais planté rien de ma vie, en fait. Donc le réseau Abiosol qui m'a accueilli à Paris quand j'ai dit
j'aimerais peut-être envisager de devenir paysanne. Il a été hyper important pour moi parce que j'ai été hyper soutenue, hyper accompagnée. Et Abiosol, c'est la réunion de Terre de Liens, de l'association Terre de Liens, de l'association du réseau des AMAP et du Champ des Possibles, qui est l'espace test d'Île-de-France. Ça, c'était extrêmement précieux parce que quand tu es parisienne et que tu veux aller vers ce milieu, voilà, là aussi, il y a beaucoup d'écueils à essayer d'éviter, quoi. Et j'ai été super bien accompagnée. Et ça, c'est vraiment des associations issues de la société civile, quoi. Donc, ils savent très bien par quel bout te prendre quand tu arrives et que tu es un bleu. Et du coup, toi, Marie-Lou, donc à Fontainebleau, tu y travailles combien de temps? J'ai travaillé toute une saison agricole, 9 mois, à la suite de mon Donc, BPREA. tu avais fait le stage ici. J'avais fait mon stage ici. Tu pars voir ce qui se fait ailleurs. Exactement. On avait déjà commencé à parler à ce moment-là d'éventuellement se faire un collectif à plusieurs avec Guillaume, avec Cécile. Enfin voilà, on parlait déjà un peu de s'agrandir, mais pour le moment, il n'y avait pas la place pour accueillir les 4 personnes sur ce terrain-là. Et j'étais la plus mobile des 4. Et surtout, tu as été voir un autre modèle. Oui, c'était un maraîchage bio. Après, c'était beaucoup plus grand, sur 17 hectares. 17 hectares. Ouais. Beaucoup plus grand. Parce qu'on n'en a pas parlé. Ici, on est sur 6000 m². Donc 17 hectares, c'est énormément plus grand. Très mécanisé, j'imagine. Très mécanisé. Travail du sol, ça oui. Et après, sinon, plantation, récolte, tout à la main, mais du binage mécanique, en effet. Donc, Fontainebleau, une saison. Et ensuite? Une saison qui s'est terminée du coup fin octobre. C'était déjà prévu vu que malheureusement Cécile s'est blessée le dos, elle n'allait pas continuer sur la ferme. Donc il y avait de nouveau de la place pour moi sur les 6000 m². Donc dès début novembre, on savait déjà qu'on allait se tester à 2 ou 3. On a commencé à bosser ensemble sur l'assolement, savoir comment est-ce qu'on allait programmer l'année 2024 dès début novembre. Alors ce qui est génial, c'est que Juliette, tu m'as fait une passe sur Marie-Lou et Marie-Lou m'a justement elle-même fait une passe sur Cécile. Oh. C'est quand même un super jeu collectif là que vous faites les filles. Là. Vraiment on apprécie. Cécile? C'est le gang des nanas, tu vois. Ouais, mais j'aime bien. C'est vrai. Alors, tu nous racontes un petit peu ton parcours, mon ta vie, parcours, ton œuvre. en fait, moi je suis originaire du Sud-Ouest. J'ai grandi vraiment dans la campagne, entourée de paysans, d'agriculture, d'animaux. Et c'est vrai que j'étais toujours fourrée dans les fermes, de droite et de gauche. L'histoire a fait que je suis partie faire des études à Toulouse et puis ma vie a été complètement chamboulée. Je suis partie à l'étranger et puis voilà, retour en France, des enfants. Donc, et je suis partie dans une vie professionnelle qui était complètement à l'opposé de ce que j'aimais. C'était quoi? Alors j'ai travaillé dans le commerce pendant plus de 15 ans, dans la décoration intérieure. Voilà, donc c'était super, j'ai travaillé dans une super équipe. Et puis en fait, au bout d'un moment, juste avant le Covid, je me posais pas mal de questions. Je me disais, attends... Ce Covid, décidément. Avant le Covid, j'ai toujours aimé travailler la terre, donc j'ai toujours eu un jardin. Ma passion, c'était le jardin. J'ai eu à un moment donné une société aussi de jardin aussi. De paysagisme. De paysagisme, oui, parce que j'ai repassé un bac pro travaux paysagers aussi. Donc j'ai continué à travailler dans cette maison de décoration et voilà, et puis en fait d'être en lien avec de la consommation un petit peu trop poussée sur des produits qui ne sont pas forcément européens, on va dire, et voilà, donc j'avais envie de retrouver quelque chose d'un peu plus essentiel et puis en lien avec mes convictions, et ce que j'aime c'est la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Juliette. Et comment tu l'as rencontrée? Par un réseau de nanas. On s'est rencontrés sur Senlis, on se faisait des cafés entre nous, à parler de toutes les actions locales sur la ville, autour de l'écologie, l'environnement, enfin voilà, de se donner des idées. Et puis on a sympathisé, le Covid est arrivé, là où je travaillais forcément, on était fermé pendant 2 mois. Et comme j'habite à 5 km, même pas, 2 km, eh bien je prenais ma voiture, mon petit vélo et hop, je venais aider Juliette à la ferme. Tu sais, c'était les autorisations. Oui, voilà. Je faisais la même chose. Autorisation, je vais aider, voilà. Et donc j'étais toujours fourrée pendant que tout le monde travaillait à la maison, en télétravail. C'est ça, c'était la mission d'intérêt général. Voilà. Elle venait soutenir une agricultrice. Donc du coup j'ai pris un plaisir mais incroyable, j'étais dans mon élément et elle m'a dit écoute, si tu veux tu peux rejoindre l'aventure en saisonnière bien sûr. Ça n'a pas fait le tour du cadran et je suis partie, j'ai démissionné et je suis partie avec Juliette pour 2 saisons. Donc j'ai fait 2 saisons qui étaient vraiment top. On a développé pas mal de choses. Moi j'aime beaucoup, voilà, j'ai le lien avec tout ce qui est commercial. Donc on a développé le marché, les ventes en ligne aussi, parce qu'il y a un système de vente en ligne avec Cagette. Mais malheureusement, l'an dernier, depuis 15 ans, 20 ans où je porte des charges lourdes, les problèmes de dos se sont accentués. L'an dernier c'était devenu assez problématique et il a fallu que je prenne la décision vraiment de ne pas refaire une saison pour poser mes lombaires. Donc voilà, donc là je suis là pour le plaisir, aider certains mardis au marché et puis être
les voir, quoi. Ils me manquent, quoi. Donc après, je réfléchis sur l'avenir. Oui, parce que quand même, quand Cécile a démarré, son idée, c'était de se dire, OK, je me teste en ayant un contrat saisonnier et peut-être que je ferai un petit élevage de poules parce que moi, du coup, dans mon idée de collectif, on aurait pu envisager de faire des petits fruits rouges, des arbres fruitiers, bref. Et du coup, voilà, c'était aussi ça, voir si Cécile avait envie de développer. Je cherchais vraiment l'activité et puis l'élevage. Après, je suis allée faire une formation en fruits rouges avec le champ des possibles. Après, j'ai vu que le monde de l'élevage de la poule n'était pas forcément pour moi. Donc après, je continue à me chercher. Voilà, je teste, je vais partir en woofing, en élevage d'ailleurs cet automne. Voilà, je fais des formations aussi en lien avec tout ce qui est alimentation parce que moi je suis une grosse gourmande aussi. Et donc ce qu'il y a dans l'assiette, j'aime beaucoup. Donc voilà, faire des formations en cuisine végétale, donner un lien avec ce qu'on cultive et ce que l'on mange, c'est important aussi pour moi. En cours de réflexion. Affaire à suivre. Affaire à suivre. J'avais envie de rebondir sur ce que tu as dit, le fait que c'était important pour toi de préciser que tu étais maman, que tu as 2 enfants. Ouais. Tu as imaginé ta reconversion, tu avais 35 ans, tu m'as dit. Ouais. Tu avais déjà tes 2 enfants. Ouais. Ils avaient quel âge? 3 et 6. C'était en 2012? Non, c'était en 2015-2016 tout ça. Donc effectivement, la petite enfance, tu étais encore dans ton métier d'avant. Et ils ont fait toute l'adolescence avec une maman qui shift, quoi. Ça faisait aussi partie. Donc je bossais pour une grosse boîte du CAC 40 et je ne bossais que pour gagner de l'argent. J'avais très très peu de temps pour moi et mes enfants. C'était vraiment, je partais le matin et je revenais le soir. Je les voyais une demi-heure par jour, mes filles, et ça me paraissait, mais... J'avais délégué tout ça à une nounou, mais comme en fait toutes les Parisiennes et les Parisiens font. Tu fais des enfants, mais tu les vois qu'une demi-heure par jour. Et en fait ça m'est apparu tout à coup comme un truc... C'est pas hyper drôle ce que je vais dire. J'aimais énormément la philosophie et je me suis beaucoup intéressée au sujet du temps, le temps qui passe, qui file, et à la mort, mais à la mort comme concept. En fait, il y a un truc que j'ai retenu de toutes mes lectures, c'est que ce que disent les gens avant de mourir, quel est leur regret principal, c'est de pas avoir passé suffisamment de temps avec les gens qu'ils aiment. Et ça, c'est un truc que j'ai en tête. Et pour diverses raisons, il y a eu des deuils successifs dans ma famille. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est clair. J'ai pas envie de passer ma vie à juste la gagner, quoi. J'ai envie d'être avec les gens que j'aime. J'ai envie de passer du bon temps. Et moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est pas d'aller passer des vacances à l'autre bout du monde. Ou... Ce qui me fait kiffer, c'est des trucs très simples. C'est des bons repas, là, comme on a fait à l'heure du déjeuner, avec des gens sympas. Comme on a moins pu faire ce midi, mais bon, c'est pas tous les jours comme ça, j'imagine. Hein, Désolée. Et ça, c'est ça qui me rend heureuse, quoi. Et je trouve que dans nos sociétés, on dit que ce qui rend heureux, c'est de gagner un max d'argent, d'avoir une Tesla et de je sais pas quoi. C'est pas ça. Ça, on le fait parce qu'on se compare tous les uns aux autres et qu'on veut tous faire comme le voisin, bien souvent, en fait. Moi, j'avais en tête que je pouvais mourir du jour au lendemain. Et du coup, que c'est maintenant que ça se passe, quoi, tu vois. Et je crois aussi que quand tu prends conscience de ta finitude, que tu l'affrontes, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas, parce que c'est trop angoissant, quand tu affrontes ta finitude, tu te dis, ok, en fait, on n'a qu'une vie, c'est maintenant qu'il faut faire ce qui te fait kiffer, quoi. Bon, malheureusement, j'ai eu ça, toutes ces réflexions-là qu'à 35 ans, mais c'est déjà pas mal, je veux dire, après, chacun son tempo, mais... Et du coup, ça m'est... Je pense qu'il y a des gens à leur mort et ils n'auront toujours pas fait cette réflexion. Donc Peut-être. et c'est, voilà, il faut tout pour faire un monde. Mais quand je me lève le matin, je suis contente de me lever. Tu vois, le nombre de gens qui n'arrivent pas à se lever le matin ou qui traînent au lit, qui ensuite doivent prendre le métro. Enfin, moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Hein, mais tous les matins, je me lève et je suis contente de me lever. Et je gagne 3 fois moins bien ma vie qu'avant. Et j'ai la chance d'avoir un mec qui compense un peu le fait que, je sais pas, moins, comme on dit, tu sais, bankable. Parce pourvoyeuse de ressources monétaires. Quand tu deviens maraîchère ou maraîcher, t'es un petit peu moins, voilà. Ton compte en banque est un petit peu... Mais je suis nourrie de tellement d'autres choses. Et en fait, de toute façon, dès que tu vis à la campagne, ton rythme de vie n'a rien à voir avec un rythme de vie parisien, quoi. Bon, et après, j'avais la chance d'avoir une maison ici. Donc voilà, je parle d'un point de vue de quelqu'un d'assez privilégié. Et ça, je le sais très bien. Mais du coup, tout ça reste une joie très quotidienne pour moi, alors que ça fait 5 ans que je suis dans ce métier, qu'il est assez répétitif. Bah, chaque année, tu replantes les mêmes légumes. Mais chaque année, il y a des défis de ouf à relever. Et notamment parce que tu contrôles rien. L'agriculture, c'est aussi l'apprentissage du lâcher-prise. Tu contrôles rien. Pas le climat, pas les ravageurs, pas les champignons, pas les bactéries. Donc en fait, c'est aussi, waouh, comment apprendre à pas se foutre la rate au courbouillon
dès qu'il y a un truc qui va pas. C'est un putain de boulot sur soi-même aussi à faire, parce que je pense que moi j'étais la reine des to-do list, tu vois, de tout contrôler, tout valider, checker, encadrer. Là on fait du mieux qu'on peut, mais on sait que c'est un peu, tu vois, bon ok, on ne sait pas ce qui se passera. Tu parlais du fait que donc du coup tes filles t'ont vu shifter pendant leur adolescence. Toi, tu exprimais le fait que du coup, tu étais moins bankable à ce moment-là. Comment elles l'ont vécu ça? Parce que finalement, quand on est à l'adolescence, c'est à cet âge-là qu'on développe un petit peu ce côté consumériste, ce côté vêtements, fringues, enfin marque, tu vois. Les gamins, ils veulent ça. Moi, je me rappelle que je voulais ça, que mes parents, ils pouvaient pas forcément me le donner, je ressemblais pas forcément aux autres, je le vivais mal. J'imagine que c'est toujours encore le cas dans les écoles aujourd'hui. Comment elles l'ont vécu et est-ce qu'elles viennent t'aider à la ferme? Je pense que le changement de métier, moi, j'ai essayé de le rendre le plus normal possible. J'ai toujours fait en sorte de ne pas travailler 10 heures par jour. Donc ça, c'était extrêmement important pour moi, de faire en sorte que ce métier soit le plus normal possible. J'étais plus à la maison, en fait, qu'avant. Et ça, elles l'ont vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite, il y a eu le déménagement à la campagne. Donc là, elles avaient 6 et 9. Et elles n'étaient pas encore au collège. Donc il y avait pas, je les arrachais pas à une bande de potes. Et quand on est partis, Antoine et moi, on a aussi dit, on va garder contact avec les copines parisiennes. Et les copines parisiennes viennent. Tu vois, par exemple, la Suzanne a fêté ses 15 ans avant-hier soir. Ses copines parisiennes qui sont venues. Donc on a gardé des liens. Après, auprès de mes enfants et de mes amis d'ailleurs, je fais pas du tout de prosélytisme parce que je sais très bien que quand un parent va aller dans un extrême vis-à-vis de certaines choses, l'enfant va prendre le contre-pied de ce que tu essayes de leur inculquer. Tu te rappelles que je fais une blague là-dessus dans mon spectacle ou pas? Ouais, je me rappelle très bien. Et tu vois, pour te dire, il y a un truc, je vais en parler parce que c'est symptomatique. Je ne veux pas donner d'argent à McDonald's. Je ne veux pas aller au McDo et je veux pas ni à Quick ni à Burger King, il faut citer plusieurs marques. Je veux pas non plus que mes filles soient complètement privées. En fait, moi, c'est mon choix. Antoine les emmène au McDo de temps en temps. Ou à KFC. Voilà. Et l'autre jour, on sort du Cinoche, ils vont se faire un McDo et je dis, moi, je veux pas manger. Et t'as toujours pas changé de mari? Non, mais non. C'est là que c'est important, en fait. C'est hyper important parce que du coup, je dis, je veux pas manger voilà, un fast-food. Et là, ça échappe à Antoine, mais il me dit un truc du genre, il y en a marre que tu sois rabat-joie. C'était pas le mot rabat-joie, mais ça voulait dire ça. Et en fait, Antoine va regarder cette vidéo. Antoine va regarder cette vidéo. Parce qu'il se peut qu'au moment où la vidéo sort, vous vous rembrouillez. Non, on en a parlé. On s'est tous les deux formés en CNV, en communication non violente. Parce que dans un couple, quand il y en a un qui décide de devenir maraîcher ou maraîchère, bien souvent parce qu'il est assez engagé et concerné par la situation du climat, l'autre ne suit pas toujours, tu vois. Antoine, moi, il a beau être avocat en droit de l'environnement, il y a plein de convictions que j'ai qu'il ne partage pas, mais qu'il me laisse partager. Mais là, du coup, comme il jugeait le fait que je ne veuille pas manger de burger, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, en fait, c'est comme si tu me demandais, moi, mon boulot, ce que j'ai choisi dans ma vie, le sens que j'y mets, essayer de nourrir les gens le mieux possible et avec le plus d'amour possible et d'essayer d'en vivre correctement. Est-ce que ce fast-food répond à ça? En fait, chacun de nos gestes compte, a un impact. Bon, j'enfonce des portes ouvertes. Mais du coup, en fait, là, c'est comme si tu me demandais de me cracher dessus, quoi. Enfin, et moi, je le vis comme ça. Mes émotions, c'est un truc de fou, là. J'en ai presque pleuré parce que je lui ai dit, mais tu peux pas me traiter de rabat-joie. Laisse-moi faire mon petit truc dans mon coin. Voilà. Et tout ça pour dire que mes filles, elles me voient faire et je trouve que juste donner l'exemple suffit, quoi. Et elles feront ce qu'elles veulent de ce que je leur transmets, et à travers ce que je fais, ce que je peux dire. Je leur impose rien, quoi. Alors elles trouvent que quand même je leur impose certains trucs. Mais bon, comme n'importe quel ado qui de toute façon trouve que sa mère est parfaitement imparfaite, quoi. Et non, je leur ai jamais demandé de venir au jardin, et notamment j'aurais pu beaucoup le faire quand elles étaient petites, parce que je passais quand même beaucoup d'heures ici. Plus le désherbage avec des petites mains, c'est mieux. C'est ça, l'exploitation d'enfants. Mais j'ai jamais justement voulu trop les emmener pour que le jardin devienne un truc qu'elles rejettent. Donc elles viennent m'aider ponctuellement, et moi j'essaye, comme je le disais, d'avoir des horaires normaux. On arrive à se voir en dehors des jardins, quoi. Parce que c'est vrai que je pense que la question se pose quand même beaucoup pour des maraîchers qui auraient des enfants en bas âge. Je veux dire, moi sur un stage j'en suis pas mal. Tu vois, ils ont leur bébé sur le dos. Enfin, c'est waouh. S'installer en tant que maraîcher, maraîchère et avoir un enfant juste en même temps, c'est chapeau, quoi. Mais voilà, mais faire venir Antoine à la campagne, alors que lui aussi il est parisien, c'est des grands pas en fait dans une vie de famille, quoi. Quand tu es seul, t'imposes rien à personne. Mais là,
quand tu quittes Paris, que tu t'installes, qu'il y a une instabilité financière, des enfants, enfin voilà, c'est des démarches où tu as pas mal de peur, pas mal de doutes, et en même temps, ça a tellement de sens que tu y vas, quoi. Maintenant que je réalise tout ce qui a été fait, je me dis waouh, c'est cool, quoi. Bah bravo. Voilà. La fille qui s'envoie des fleurs. Ça fait 5 ans que tu es installée là. Ouais. Sur 6000 m² seulement. Au début, tu étais toute seule. Ouais, pendant 3 ans. Comment ça s'est passé les premières années? Comment tu as fait grossir ton chiffre d'affaires? Parce qu'au début, c'est pas évident. Comme tu l'as dit, au début, tu as planté ici sans rien y connaître, quoi. Parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que tu as fait un BPRA en ligne. Alors heureusement, tu as travaillé un petit peu dans les fermes, voire une saison maraîchère. Mais là, tu t'es lancé... Je me suis lancée sans vraiment me rendre compte de ce qui m'attendait. Je savais que je ne pouvais pas être salariée parce qu'il n'y avait pas de ferme en bio aux alentours. Donc en fait, je n'avais pas vraiment d'autre choix que de m'installer. Et en plus, j'avais le terrain. Et ça, je savais que c'était une chance inouïe, quoi, d'avoir trouvé un terrain aussi vite. Donc je me suis dit, allez, tu te lances, quoi. Tu te lances et puis tu verras bien. La première année, elle était négative. Bah ouais, parce que j'avais fait plein d'investissements et j'avais très peu vendu. La deuxième année, je pense que j'ai cultivé 1/10 des 6000 m². Donc j'ai cultivé... C'était un potager, du coup. C'était plus un potager. Et j'ai fait 11 000 € de chiffre d'affaires. Waouh! Voilà, ça c'était 2020. Sur 600 m². Je cultivais que 1,5 tunnel la première année. Il y a quand même beaucoup de chance pour que tu te plantes sur énormément de choses la première année, donc c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et je savais que j'allais pas me payer pendant 2 ans et j'avais mes droits au chômage pendant 2 ans. Donc c'était du coup pas un souci. Et comme j'avais bien gagné ma vie avant, j'ai aussi été ma propre banque. J'avais pas cette pression-là de sortir du chiffre dès ma première année, ce qui est quand même le cas de la plupart des maraîchers-maraîchères qui se lancent. Mais quoi qu'il arrive, je conseille aux gens qui se lancent d'avoir un petit backup financier parce que c'est quand même mieux. Donc ça, c'était 2020. 11 500 € de chiffre d'affaires, purement de la vente de légumes, et tout en circuit court par le bouche à oreille. Donc là, mes filles étaient à l'école, scolarisées à l'école du village, et j'ai commencé vraiment à parler aux parents des copains de l'école, quoi. Et puis j'avais démarré un groupe WhatsApp, on était 15 sur le groupe WhatsApp. Il y avait déjà les parents de Marilou dans le groupe WhatsApp, je pense, dès le départ. Voilà, chaque semaine, je disais, voilà, j'ai 1 kilo de petits pois, 1 kilo de patates nouvelles et 3 courgettes à vous vendre. Et mes paniers ressemblaient à rien, mais bon, j'étais hyper fière. Je faisais la postière, donc j'avais ma espèce de vieille bagnole et je mettais les paniers que j'avais et je livrais et je mettais genre 4 heures à livrer 15 paniers parce que évidemment, tu vois, on parlait pendant des heures. Enfin bref, tu ne seras jamais embauché chez Chronopost. Hein, si bien qu'à la fin, en septembre, le groupe WhatsApp commençait à grossir, le bouche à oreille se faisait. Vous connaissez la maraîchère? Oui, celle qui boit l'apéro chez tout le monde. Voilà. Très bien, on va très bien. Donc là, j'étais conseillère municipale depuis les élections municipales de 2020 et j'ai proposé au conseil de est-ce que je pourrais faire un petit marché, mais en fait à moi toute seule, en sortant 3 tables sur la place du village, devant la ferme, et en vendant mes légumes là. Et le conseil a dit OK. Et donc dès septembre 2020, j'ai pu m'installer sur la place, devant la maison de Marilou, et vendre mes légumes comme ça en direct. Comme j'avais mes AMAP en créneau de récolte les jeudis, vendredis, donc il me fallait un créneau de récolte en début de semaine, comme ça étalait la maturité des légumes et les temps de récolte. Et donc j'ai proposé ça le mardi à 16h30, à l'heure où les parents sont là pour récupérer leurs enfants à l'école. Et donc le petit marché, il s'est créé dès la première année, les mardis de 16h30 à 19h. Ensuite, 2021, je suis encore seule. Je double le chiffre d'affaires, je passe à 26 000 € de chiffre d'affaires. Ce que tu es en train de me dire là, c'est quand même que tu arrives à faire plus de 20 000 € de chiffre d'affaires sur 1000 m² seulement cultivés. Marilou, tu as fait un BPRA, tu en as fait un aussi. Toi, bon, tu connais quand même le milieu. Et moi, quand j'étais au BPRA, on m'a expliqué, c'est ce qu'on apprend à l'école, en lycée agricole, normalement, maraîchage bio, une personne, 1 hectare, 30 000 € de chiffre d'affaires. Moi aussi, on m'a appris ça, je suis d'accord. Ouais. Bah là, tu te rends compte que c'est pas du tout ce qu'on nous a appris là. Et en fait, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, il faudrait qu'on refasse le calcul, mais je crois que c'est 1800 m² cultivés. Purement vraiment, les planches cultivées. Hein, vous étiez à 1800 l'année dernière et là, on est à 1600. Voilà. Un truc comme ça. Et on a généré quasiment 60 000 € de chiffre d'affaires. Waouh! Et tu vois, nos légumes sont moins chers que dans les primeurs du coin, tu vois. Et ils sont bio et ils sont locaux, alors que dans les primeurs du coin, il y a évidemment beaucoup de choses qui viennent de Rungis et qui viennent d'Espagne, d'Italie. Ok. Juste pour rester sur ce chiffre d'affaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est facile de faire chiffre d'affaires quand on travaille avec des grands restaurants, par exemple. Est-ce que c'est votre cas?
Non. Comment... Alors là, racontez-nous parce que c'est... Non, mais là moi je suis sur le cul. Écoute, on commercialise comment? En fait, moi j'ai fait les trucs très intuitivement et surtout j'ai voulu que ce soit adapté à la vie que je voulais avoir. Je savais que je voulais bosser avec des AMAP. Il y a un côté très militant dans le travail en AMAP que j'aime beaucoup. Mais j'ai surtout construit les choses de façon assez pragmatique. Donc il y a cette première AMAP qui est arrivée. Là, je leur ai dit, écoutez, en fait, moi j'ai des enfants, j'ai envie de les voir et en haute saison, on bosse 10 heures par jour. Donc j'ai envie de pouvoir m'arrêter l'hiver. Donc je vais vous proposer des paniers que 8 mois de l'année et pas 12 mois de l'année. Alors que la plupart des maraîchers en AMAP, ils proposent des paniers toute l'année. Nous proposons de début mai au début du mois de janvier l'année suivante. Ça, c'est les 8 mois de panier en AMAP. L'AMAP, c'est très précieux parce que tu sais que tu as ton débouché garanti. Tu sais que 61 paniers par semaine pendant 8 mois vont être vendus. Ça te permet de caler au poil de cul ton petit assolement parce que tu sais que chaque semaine, tu vas devoir livrer 61 choux pointus, 61 kilos de blettes ou de carottes. Enfin, du coup, ça permet d'être super précis dans les rendements que tu vas vouloir obtenir, même s'il y a toujours le facteur climatique. Du coup, on prend une marge. Cette année, je pense elle était de... Ça dépend des cultures, mais sur les choux, il y a quasiment 50% de marge. Et après, sur d'autres cultures, il y en a beaucoup moins. Mais... Donc en fait, sur chaque culture, parce qu'on sait qu'elles sont plus ou moins sensibles, on va prévoir des marges de manœuvre. Mais potentiellement, si tout se passe bien, ces 30% de plus, tu les commercialises aussi. Si ça se passe mal, bon bah là, c'est perdu. On compose comme on peut, on équilibre. C'est ça. La MAP, c'est aussi une solidarité. C'est-à-dire que si t'arrive une merde climatique, ce qui n'est jusqu'à maintenant jamais arrivé, les AMAPiens sont solidaires. C'est-à-dire que là, par exemple, je leur explique que tous les oignons de conservation vont peut-être choper le mildiou. Donc, s'ils ont le mildiou, ils vont plus faire de photosynthèse. Peut-être que ça va nous donner des tout petits oignons. Au lieu de gros oignons, eh ben, ils vont être tolérants avec ça, tu vois. Mais c'est la première fois en 5 ans qu'on va leur soumettre un problème, quoi. Donc jusqu'à maintenant, ils en ont eu pour leur argent. Et aussi en AMAP, on donne beaucoup les surplus. Donc très souvent, ils ont des cadeaux chaque semaine de légumes qui ne sont pas comptabilisés. Bon, voilà. Et après, le marché, il est né avec un groupe WhatsApp. Et puis, il a grossi d'année en année. Maintenant, sur ce groupe WhatsApp, il y a 200 personnes. Cécile, elle a vraiment aidé à faire parler du petit marché. Donc le petit marché du mardi, maintenant, il est super stabilisé dans sa fréquentation, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Et ce petit marché, c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires qu'on fait sur 4 mois, parce qu'en fait là, c'est pareil. J'ai vu que j'avais beaucoup de légumes entre juin et fin septembre, et il génère à lui seul 20 000 € de chiffre d'affaires à peu près. Et après, on travaille depuis 2 ans avec un chef qui a monté un resto qui s'appelle le Bistrot de Senlis et qui connaissait Cécile. C'est Cécile qui nous a mis en contact. Mais en fait, avec ce chef, on fait très peu de chiffre d'affaires. Donc, on en fait et c'est chouette. Et moi, j'aime aller déguster, tu vois, les fleurs de courgettes qu'on récolte. Et il les cuisine super bien et c'est vachement agréable. J'aime la bouffe, donc je suis ravie de travailler avec un chef. Ok, je parle de chiffre d'affaires, mais il ne faut pas se méprendre. Moi, pour l'instant, je me rémunère que entre 1 000 et 1 200 € par mois. Et ça, c'est important de communiquer aussi là-dessus, parce qu'il y a quand même des charges importantes. Et surtout, pour avoir du temps et ne pas passer 12 heures par jour à travailler, j'ai décidé de m'entourer et de pouvoir payer d'autres gens que moi-même. Voilà, les salariés, ça a un coût. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, en pleine saison, on est en fait 3. Il y a Marie-Lou, Anne, qui a pris la suite de Cécile, qui est là 24 heures par semaine pendant 6 mois de l'année, donc d'avril à fin septembre. Donc en fait, c'est ça qui me permet de continuer à avoir une vie normale. Et pour l'instant, ma priorité, c'est de gagner ma vie, mais c'est plus d'avoir du temps à côté pour pas que le maraîchage devienne un esclavage, quoi. C'est quand même des métiers très très exigeants en temps. En fait, comme Rome ne se construit pas en un jour, on a vu, ça c'est des études qui le disent, et tu l'as peut-être vu en BPREA, que en fait, un maraîcher qui fait des choses 10 ans plus tard, il les fait en 2 fois moins de temps que ces 5 premières années. C'est-à-dire quand tu as 10 ans d'expérience derrière toi, tu mets moitié moins de temps à tout faire. Parce que tu as investi dans les bons outils, parce que tu sais faire, parce que tu vas plus vite, parce que ton corps souffre moins, parce que tu enchaînes les trucs. Donc toute cette expérience-là fait que moi je suis persuadée qu'on va réussir à aller au-delà de ces 60 000 € en fait. Parce qu'on va devenir meilleur, qu'on aura affûté nos outils, que ce soit le doc Excel. Marie-Lou, c'est la reine de l'organisation et de l'Excel. Donc on a... Rappelle-nous dans quoi tu travaillais avant? Les achats industriels. Voilà. Et ça, c'est vrai que ces maraîchers 2.0 là dont on parle, ils arrivent à faire des choses très précises, ce qui n'était pas forcément le cas des maraîchers
anciens qui ont beaucoup à nous apprendre et à nous transmettre évidemment. Mais là, moi, c'est vrai que ces chiffres qu'on nous a appris en BPREA, je suis retombée sur une fiche technico-économique d'une ferme et il y avait 1,5 hectare, 30 000 € de chiffre d'affaires. Et le mec, il bosse 70 heures. Et mécanisé, bien sûr. Ouais. Nous, le tracteur, on l'a que depuis 1 an, tu vois. Moi, je m'en suis passée pendant 4 ans. Je m'étais dit, ok, moi, je veux le moins d'énergie fossile possible. Mais en fait, je me suis trimballée seule, puis avec d'autres, peut-être 80 tonnes de compost. Compost, ouais. À la brouette et à la pelle. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ton corps, c'est ton outil de travail, quoi. Donc, si tu le bousilles, ça n'a pas de sens. Comme je l'appelle, le tracteur Playmobil, il nous sert à trimballer du compost de déchets verts. À broyer. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ouais. Tu parlais d'un site internet également. Juliette avait déjà commencé le marché, le petit marché, le mardi soir sur la place du village. Et c'est vrai qu'elle avait en tête d'avoir un système en fait, de précommande de légumes par internet. Et donc il y a un site qui se nomme Cagette qui permet en fait voilà de rentrer en fait tes données. Chaque fin de semaine on se réunit, on voit le stock qu'il y a par catégorie de légumes et voilà tu rentres ça sur le site et ça permet aux gens du coup avant le mardi pendant tout le week-end sur un laps de temps de 3-4 jours de pouvoir précommander leurs légumes, ce qui permet à nous après à partir du mardi matin de préparer tous les paniers et les commandes et quand ils arrivent sur le marché ils n'ont plus qu'à retirer directement leurs légumes. Il n'y a pas d'attente, ou peu d'attente. L'idée, c'était d'éviter la queue. Mais en fait, les gens sont tellement bien qu'ils parlent et qu'ils échangent. Donc, en fait, tout le monde reste. C'est le principe du marché. Voilà, si on ne discute pas, c'est plus un marché. Voilà. Quoi. Donc, les gens sont contents. Ils peuvent compléter avec des légumes qui ne sont pas forcément dans les précommandes de Cagette. Parce qu'en fait, au niveau des stocks, on n'avait pas une vision sur 4-5 jours en long terme. Donc, on a mis ça en place et c'est vrai que ça a bien pris. Ouais. En fait, du coup, on a mis ça en place quand Cécile et Guillaume sont arrivés, qu'il fallait les rémunérer. Et là, on a doublé la production. On est passé du simple au double. Oui, mais en même temps, forcément, si on embauche plus de monde, il faut cultiver plus. Sinon, comment on paye tous ces gens Exactement. Il fallait aussi produire 2 fois plus. C'était une possibilité. On pouvait le faire sur le terrain qui nous était donné. Mais derrière, il faut quand même se dire que si tu produis 2 fois plus, il faut que tu vendes 2 fois plus. Et donc, Cagette, c'était vraiment super parce qu'on a attiré une clientèle qu'on n'avait pas, qui était la clientèle pressée, qui n'avait pas le temps de faire la queue ou qui n'avait pas envie de faire la queue. Et surtout, beaucoup de parents d'enfants qui ont des activités. Hop, ils chopent leur enfant à la sortie de l'école et derrière, ils ont le conservatoire, le je sais pas quoi. Et pas de temps pour s'arrêter. Et moi, j'avais beaucoup envie que mes légumes arrivent jusque dans les assiettes des enfants. Donc, je voyais bien qu'il y avait toute une clientèle que je n'arrivais pas à toucher. Puis tous ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent et qui ne pouvaient pas être là au marché à 16h30, 17h. Quoi. Du coup, ils peuvent commander leurs commandes et venir les récupérer à 19h en sortant du boulot. Exactement. Ok, sympa comme concept. Tu vois, tu as dit au début de vidéo que tu apprenais des trucs dans les vidéos de la chaîne. Là, je pense que vous allez donner pas mal de tuyaux quand même. Moi, je trouve ça super comme concept. Certainement qu'il y a d'autres gens qui le font, mais moi, je ne l'avais jamais entendu. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui vont le découvrir. J'insiste parce que je pense que tu as beaucoup plus d'entrain à faire les choses quand tu les designs à ta façon, tu vois. Tout le monde m'avait dit un marché le mardi. Mais non, en fait, les gens, ils font leurs courses le week-end. Donc le mardi, ça va pas marcher. Quoi, un marché l'après-midi de 16h30 à 19h? Ah mais non, en fait, il y aura personne. Enfin, tu vois, et en fait, tu te dis, mais on sait pas. On essaye et puis on verra bien. Et il se trouve que ce marché, il est dans un village de 700 habitants, donc c'est pas non plus, tu vois, exponentiel, quoi. Les gens sont hyper contents d'avoir une sorte de petit commerce à un moment donné de la semaine dans le village, où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent tchatcher. Ça crée du lien social aussi. L'année dernière, on a été rejoints par Céline qui fait du pain bio, avec des farines bio du coin. On était en contact avec un fromager, donc là, le fromager nous a rejoints les mardis, et lui, il n'est pas producteur, mais commerçant de fromage, il vient dans sa petite camionnette. Et le fromager a fait venir le poissonnier. Enfin, et là, c'est un petit marché, un vrai petit marché. Tu vois. Heureusement que tu bosses au conseil municipal pour autoriser tout ce petit monde quand même. Alors là, j'avoue, je remercie notre conseil municipal, notre maire, qui nous accepte. Oui, parce qu'il y a aussi le pizzaiolo. J'ai oublié le camion pizza qui du coup vient aussi le mardi. Je crois que tes filles ont fait un forcing, il y a un McDo qui devrait s'installer sur la place. Ou un Burger King ou un Quick.
Non, et puis c'est surtout aussi le fait d'avoir aussi des produits bio, parce qu'en fait, tu t'aperçois ici, même sur le marché de Senlis, il n'y a qu'un seul producteur bio. Les gens ont un tel plaisir à trouver une variété de légumes de saison. C'est vrai que Juliette, elle a fait le choix d'avoir un panel de variétés de tomates, par exemple. Quand tu vois les tomates, nous, on appelle ça le bar à tomates, parce qu'il y a tellement de variétés, les gens se ruent dessus et ils ne le trouvent pas ailleurs. Donc c'est vrai que le plaisir d'aller au marché, de rencontrer du monde et d'avoir tous ces beaux produits, ben, en fait, ça a généré énormément de bouche à oreille. Ça ici, le système de bouche à oreille fonctionne beaucoup. Les réseaux aussi, chacun, on a amené beaucoup de réseaux et c'est vrai que c'est ce qui a amené le succès aussi de ce marché, ce petit marché. Et ce que je veux aussi ajouter, c'est que tout ce qu'on récolte, que ce soit pour les AMAP ou pour le marché du mardi, on le récolte le jour même. Alors sauf pour les légumes qu'il faut récolter quasiment tous les jours, genre courgettes, concombres et tout ça. Mais sinon, toutes les récoltes sont faites soit le jour même, soit la veille l'après-midi. Mais du coup, les gens ont des légumes hyper frais. Ils passent en chambre froide s'il y a canicule, mais sinon ça passe pas en chambre froide. Et ça, les légumes, moi je m'en suis rendu compte, j'étais complètement ignorante sur le sujet, mais en fait des légumes qui passent pas en chambre froide, ils restent super croquants, super frais, tu les gardes 15 jours dans ton frigo, là où des légumes qui seraient venus de loin, récoltés, chambre froide, puis camion, puis truc, puis machin, perdent quand même en qualité, et sans doute qu'ils perdent aussi en qualité nutritionnelle, tu vois. Et alors là, on parlait du bar à tomates, parce que j'essaie toujours de comprendre comment vous arrivez à faire ce chiffre d'affaires. Alors, la tomate, c'est le produit d'appel. Je veux dire, tout le monde veut des tomates l'été. Il est à combien le kilo chez vous sur le marché là? Il a démarré à 5,50 € et là, il est à 6,50 €, je pense. Il faut, comme on n'en a pas encore vendu cette année. Voilà. En fait, on a dû augmenter nos prix de 6,45%, très exactement, en 2022. C'est-à-dire que là, toutes nos charges ont explosé et on n'est pas rentré dans nos frais en 2022. Donc on a décidé, on en a parlé aux AMAP qui ont dit mais oui bien sûr, enfin c'est l'inflation en fait, on a augmenté. Donc là je pense qu'il est à 6,50 € le kilo. C'est des tomates anciennes, c'est pas voilà. Et quand tu vois les tomates dans les supermarchés, elles sont souvent plus chères que ça en fait, les tomates dites anciennes. C'est pour ça que je te pose la question, c'est qu'une fois de plus, la commercialisation dépend beaucoup de là où tu te situes. Également en France, de la richesse de ta commune, parce que là on est à 6,50, certainement que dans tes supermarchés dont tu parles, il y a peut-être plus que ça, mais moi chez moi c'est 4,90. Un autre endroit où j'étais pendant le Farm Tour c'est 6,50, c'est pas cher. Et voilà, c'est aussi ça qui est intéressant de voir, hein, c'est que chaque modèle économique, et tu l'as très bien dit, dépend de la zone d'achalandise en fait, c'est important de le remettre dans le contexte ça aussi. Carrément, et ça, il y a beaucoup de gens qui sont passés en stage ici, j'ai beaucoup insisté là-dessus, je leur ai dit en fait c'est un écosystème ta ferme, donc moi je sais que je suis ici dans une zone pas complètement rurale, c'est quand même, on est assez proche de Paris, de Roissy, donc c'est une zone plus périurbaine, les paysages ressemblent à la campagne, mais il y a beaucoup de gens qui vont travailler à la Défense ou à Roissy, c'est une région qui est bien lotie et les gens ont des moyens, et je suis dans un désert de la bio, donc je n'ai pas de concurrence. Donc ça évidemment, ça joue aussi. En fait, sur mon petit marché là, j'ai pas un autre maraîcher ou une autre maraîchère bio qui vient avec ses prix. Donc moi, je m'aligne sur ce que j'estime être les prix justes pour pouvoir faire en sorte que chacun dans cette ferme puisse gagner à peu près correctement sa vie. Mais on a encore une belle marge de manœuvre parce que selon moi, on ne se rémunère pas encore comme il faudrait, quoi. Je pense qu'on sera tous et toutes d'accord pour dire que 1 200 € par mois, c'est moins que le SMIC. Donc a priori, Voilà. c'est pas assez. C'est ça, exactement. Donc l'historique, on considère qu'on l'a fait. Est-ce qu'on peut essayer de voir un petit peu le futur? Parce qu'effectivement, tu me parlais peut-être d'une association avec Marie-Lou. En ce moment, du coup, Marie-Lou, tu es salariée, toi? Oui, je suis salariée saisonnière sur 9 mois de la saison. Donc comment vous imaginez la suite? En fait, moi, je me suis rendu compte que seule, c'était quand même pas complètement l'idéal. Je sais pas, je me blesse, je me casse une jambe, je laisse tomber tout le monde. J'ai découvert les joies aussi des vacances. C'est bien, parce que quand on est deux, on peut se relayer. Donc tout à coup, on peut prendre des vacances, ce qui n'a pas été le cas pendant mes 3 premières années. En fait, ça, c'était un peu le point noir. Je n'avais jamais travaillé toute seule et je craignais un peu la solitude. Et quand Cécile, Guillaume sont arrivés, les stagiaires, 2022, je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de stagiaires. Il y a plein de gens qui sont venus me demander des stages. On était une équipe, on s'est éclaté, on se marrait. Enfin voilà, j'ai trouvé ça génial, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ça a beaucoup plus de sens de faire quelque chose avec d'autres gens. Et puis, toute seule, je réfléchissais pas bien à plein de trucs.
J'ai vu arriver les idées des uns et des autres et en fait collectivement on apporte des solutions souvent bien plus intelligentes que quand on est tout seul. Et aussi parce que des gens m'ont sollicité ou m'ont dit moi j'ai envie de m'installer et je leur ai dit bah écoute si ça fonctionne faisons-le ensemble. Et c'est ce qui s'est passé avec du coup Marie-Lou. On voudrait planter des arbres et on voudrait, comme je te le disais, mieux gagner notre vie. Et pour ça, il va malheureusement falloir soit déménager, trouver un autre terrain plus grand, pas forcément beaucoup plus grand, mais un peu plus grand. On est dans un processus de recherche de terrain, soit pour s'agrandir, soit carrément déménager. Voilà, ça fait en fait 3 ans qu'on cherche. 3 ans. Ouais, 2-3 ans. En fait, on lance des lignes, quoi. Lance-en une dans la caméra pour voir. On sait jamais. On lance des lignes et donc, on du côté de Senlis, espère. voilà. Ouais, Okay. exactement. Et on est en lien avec la maire de Senlis et dont il était écrit dans son programme de 2020 qu'elle souhaitait installer des maraîchers bio. Et donc, on espère beaucoup que ça pourra se faire. Et alors, juste pour cette future association, tu es en entreprise individuelle. Ouais. Comment vous voyez les choses? 2 entreprises individuelles, un GAEC, une SCOP? Il va y avoir 2 phases. Une phase de transition vers l'association, dans laquelle on est déjà en fait, et ensuite l'association en tant que telle. Pour l'instant, ce qui nous paraît le plus approprié, mais on n'a pas encore creusé les autres possibilités, c'est le GAEC. J'avais entendu parler des SCOP, tu vois, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas encore très maîtrisé dans les fermes. Hein, et En donc, France. En France, ouais. Parce qu'en Belgique, ouais, ça a l'air beaucoup plus développé. dans les coopératives. Ouais. Hein. Ouais. Et puis ça marche fort. Hein. C'est vrai que, pour l'instant, on a plutôt. On est parti plutôt sur un GAEC parce que ça nous a été conseillé par Initiative Paysanne, etc. Mais... Initiative Paysanne, c'est l'équivalent d'Abiosol dont je parlais tout à l'heure en Île-de-France, qui nous accompagne dans la création de ce collectif. Pourquoi pas? Parce que ce serait peut-être les précurseurs justement dans ce nouveau modèle. Au tout début de cet entretien, tu parlais du fait que Jean-Martin Fortier était un petit peu un gourou. Moi, j'ai l'impression que bientôt c'est vous les gourous. Hein, et que tout ce que vous venez de nous annoncer là... Alors écoute, faudrait que je sois meilleure sur Instagram. Faudrait que je sois un peu plus communicante. Parce qu'en fait, je t'avoue que les réseaux sociaux, j'arrive pas à m'y mettre. Je les regarde pour voir d'autres fermes et apprendre plein de trucs et suivre Nicolas Mérieux et faire plein de choses super. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, mettre un like et un commentaire s'il vous plaît. Mais en réalité, moi, pour animer le compte Insta de la ferme Champs Libres, je suis assez naze. Et Marie-Lou, elle est un peu comme moi. Depuis j'y suis plus, là il n'y a plus rien. Non mais voilà, c'est la cata. Donc là j'ai m'y remets un petit peu. Si je voulais vraiment devenir gourou, faudrait que je m'active un peu plus sur les réseaux, quoi. Je le ferai le jour où j'aurai vraiment envie. J'ai envie d'être créative sur Insta, tu vois. J'ai pas juste poster des photos, je sais pas, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est un peu les mêmes photos dans toutes les fermes, c'est un peu les mêmes légumes dans toutes les fermes. Bon, et en même temps, tout le monde me dit, mais c'est trop génial à chaque fois tout le monde, ouais, d'avoir des nouvelles et content, tout. Hein, ouais. C'est pas un truc qui m'anime trop, quoi. Mais il faudrait que j'y travaille. Et bien en parlant de travail, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour, nous? Carrément. Bon, et bien les amis, Cécile, tu nous quittes? Elle nous quitte car apparemment... Alors juste là, on est à l'entrée de votre parcelle. Il y a les bâtiments derrière et vous exploitez cette partie. Et Exactement. on va commencer avec la pépinière du coup. Hein. Et moi, j'aime bien voir ça puisque c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et ouais. Alors, comment on travaille? Ici, c'est à la fois pépinière et l'essentiel de nos outils. Ainsi que boucherie. Hein. Tu m'as dit que tu découpais un veau par semaine. Hein, c'est clair, on débite beaucoup de barbac. Non, on a des petites machettes très très pratiques, les machettes. Ça, c'est essentiellement nos matos de récolte et plantation. L'outil principal étant la grelinette, qui est cette espèce de très grande fourche là, qui fait quasiment la largeur de nos planches, donc presque 75 cm. Et ça, c'est ce qui nous permet de pas travailler le sol, parce que l'idée, c'est pas de le travailler, mais c'est juste de l'aérer. Et essentiellement au printemps, quand on veut que le sol se réchauffe assez vite, et que la minéralisation, c'est-à-dire le fait que tout se dégrade dans le sol pour aller nourrir les plantes, se fasse un peu plus vite. Donc on greline toutes nos planches avant nos premières plantations ou semis de l'année. Et après, potentiellement, on regreline pas le reste de l'année. Donc la grelinette, on va s'en servir de début mars, parce que nous, on reprend le travail début mars jusqu'à, je dirais... Voilà, jusqu'aux plantations de Enfin, toutes les planches poireaux, ont été cultivées au moins une fois là. Ouais. Et après, on utilise vraiment très très peu d'outils parce qu'on est en maraîchage sur sol vivant. Donc l'idée, c'est d'aller
le moins possible perturber la vie biologique du sol. Et ça, on y arrive donc en utilisant très peu d'outils, en étant non mécanisé et en couvrant au maximum les surfaces cultivées. L'idéal étant d'avoir tout le temps des racines sur les planches. C'est pas toujours possible, mais du coup, on alterne entre de la paille, du paillage naturel ou paillage de bâche tissée, là c'est toile verte qu'on utilise aussi pas mal, et aussi des engrais verts. On arrive à mettre la moitié de nos surfaces en engrais verts chaque année, y compris sous serre. Voilà. C'est notre technique principale. Tous ces outils, en fait, ils ont été recommandés par Fortier, par le gourou du maraîchage. Et voilà, c'est extrêmement basique. En revanche, j'ai acheté un microculteur. Tu fais bien d'en parler parce que justement, je voulais que tu me parles de cet outil-là. Alors, celui-ci, on l'a vu récemment dans une ferme. Alors là, tu branches ici une perceuse. Ouais, exactement. Et donc, ça fait un micro-travail du sol avec ça. C'est ça. En fait, l'idée, c'est d'aller mettre ta perceuse dans cet embout-là qui va entraîner ce système-là qui va te mouliner tes premiers centimètres sur ta planche. Parce que quand tu fais notamment des semis directs, c'est-à-dire tu vas semer des graines directement sur le sol, attendre que ça pousse, ça passe pas en pépinière, il faut préparer ce qu'on appelle en agriculture un lit de semences. Et cet outil permet d'affiner le fameux lit de semences. Et comme ça va, c'est une fraise qui va pas très profond, bah c'est parfait. En fait, ça te mouline tes peut-être 1 ou 2 premiers centimètres à la surface de ta planche. Ok, trop bien. Ouais. C'est très low-tech, parce que ça fonctionne avec une perceuse et c'est hyper utile. Vous avez quoi comme type de sol justement ici? Plutôt limono-argileux, parce qu'il y a plus de limon que d'argile, mais il y a suffisamment d'argile pour en faire une terre parfaitement facile à travailler et surtout... C'est très riche en matière organique dès le début, quoi. Parce que du coup, c'est une ancienne prairie pour vaches et brebis. Ça a été après une jachère pendant 10 ans. Donc toi, ton installation, tu avais une super terre avec 4,5% de matière organique. Ouais. Alors juste pour vulgariser, 4,5% c'est beaucoup parce qu'on considère que 5% c'est beaucoup. C'est ça. Et moi, du coup, les 2 premières années de culture, 2020-2021, je n'ai pas mis d'engrais du tout. Là, maintenant qu'on a 5 saisons derrière nous, on a commencé quand même à bien pomper le sol. Donc on fait attention à apporter maintenant un peu d'engrais naturels, hein, évidemment autorisés en bio. Mais les 2 premières années, tout a poussé magnifiquement dans des proportions avec des légumes énormes, super sains et tout, sans rien du tout. On va aller voir un petit peu cette pépinière là. Ouais. Bah là, la pépinière, elle est assez vide. Ben oui, forcément, on est fin juin maintenant. Mais juste pour qu'on voit un petit peu comment vous travaillez, là c'est des châssis de bois en palette que vous avez fabriqués. Oui. Voilà, juste palette, couche de plastique par-dessus. Je vois pas de nappe chauffante. Non, on n'en a pas. Ah ouais? On n'a pas de nappe chauffante parce qu'on ne fait pas nos plants chauds. Alors ce qu'on appelle nos plants chauds, aubergines, tomates, poivrons. En fait, comme on fait une pause en hiver, on ne veut pas avoir à gérer des semis d'hiver. On veut vraiment essayer d'être en vacances en hiver. Donc l'idée, c'est de pas à avoir à venir au jardin. Si on faisait nos semis et plants chauds, en fait, on serait quand même obligé de venir assez régulièrement. Donc tous nos premiers plants, quand on redémarre les semis et plantations début mars, on les achète. Ensuite, tous les semis du reste de l'année, on les fait nous-mêmes. L'autre question qui me vient avec, si vous ne faites pas vos plants chauds, comme vous dites, hein, les premières solanacées, vous achetez du F1? On a 13 planches de tomates et il y en a 5 qui sont en greffé F1. Greffé F1. C'est pas que du F1, c'est du greffé. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir aller les voir juste après. Sur les 13 planches, tu vois. Et tout le reste, c'est de la pop, la semence population. Okay. Donc reproductible. Vous achetez chez qui vos plants? René Brillant, parce qu'ils sont super, on n'a jamais eu de problème avec eux. Malheureusement, ils sont à Nantes, ils sont pas très près d'ici, mais ils fonctionnent en système de dépôt. Donc en fait, il y a plein de gens dans la région qui commandent des plants, qui vont déposer chez un maraîcher bio qui est à 20 minutes d'ici. Donc en fait, logistiquement, c'était ce qu'il y avait de plus pratique et aussi bien organisé. Et Brillant, du coup, on fait appel à eux en début d'année, mais après, on fait plus appel à eux du tout, quoi. Du coup, là, il vous reste quoi, là? C'est les choux, ça, j'imagine? Exactement. Un petit voile anti-altise. Voilà, les altises, c'est des petites mouches noires qui sont sur le colza en ce moment, autour de la ferme. Mais quand là, le colza va être récolté, elles vont se précipiter sur nos choux. Après ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des courgettes pas encore plantées, c'est ça? C'est ça, une série 2. Tu vois qui a un peu souffert des grosses journées de chaleur là, de cette dernière semaine. On a un peu de salade. Ah oui. On a des betteraves qu'on garde au cas où il y en a qui meurent au champ. Ouais, ça c'est des betteraves. Elles commencent à rendre l'âme, mais on les a gardées au cas où on en perde. Betteraves en semi-direct, ça marche pas? Là, pour le coup, on a fait les betteraves de conservation en semi-direct et on avait quand même quelques plants qu'on a mis en pépier au cas où si la levée n'était pas terrible. D'accord. Et alors la levée comment?
Elle était très belle. Donc ça marche en semis direct. Ouais, on avait un semoir qui a bien fonctionné. C'était pas toujours le cas les années précédentes. Je sais pas pourquoi le semis de betterave de Cons, il est plus tendu que la moyenne. Par contre, toutes les betteraves primeurs, on les fait en plaques pour gagner un peu de précocité, parce que du coup, on a envie de les avoir tôt dans les champs. Et c'est plus simple de les faire lever en pépi que de les faire lever en plein champ au mois de mars. Et pour pas qu'elles se fassent dévorer par les limaces aussi. Ouais. Voilà. Parce qu'en pépi, Toujours la même technique. voilà, en pépi, elles ont moins de chances de se faire dévorer en début de saison, quoi. J'étais assez choqué parce que je ne voyais pas du tout d'irrigation nulle part. Mais là, il y a un micro-asperceur juste là. Toute la serre avec ça? Ça, c'est un test que Guillaume voulait faire l'année dernière pour qu'on puisse automatiser l'irrigation sous la serre pépinière. Mais on n'a pas vraiment été satisfait de ce test. Cette année, on partage nos astreintes du week-end. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas le week-end, mais on doit quand même venir arroser nos plants. Mais moi, j'ai fait toutes les astreintes de tous les week-ends de ces 4 dernières années. C'est le truc où tu pars pas en week-end comme quand tu es parisien. Mais moi, ça me va. Je suis très contente d'astreinte. Enfin, même si là, je suis ravie de les partager avec Marie-Lou. Mais ça, c'est quand même une belle contrainte, l'arrosage des plants. Parce que du coup, vous le faites avec la petite douchette. Exactement. Nous avons une belle Jeka. C'est allumé. Autre chose à rajouter sur cette petite serre? Oui, et petite serre déjà, hein, parce que allez, ça fait quoi? 2,50 m là de haut? C'est 3 mètres. En fait, 3 mètres? J'ai la contrainte d'être dans un périmètre classé. L'église est classée, monument historique. Et donc, quand j'ai voulu installer mes serres, il a fallu consulter l'architecte des bâtiments de France. Et les serres des maraîchers, normalement, elles font 4 mètres de haut. Enfin, 3 mètres 90 ou 99. Moi, la BF m'a dit, si vous voulez vous installer dans le périmètre classé, il va falloir les faire à moins de 3 mètres. Au départ, j'avais prévu un tritunnel qui faisait 4 mètres de haut, enfin 3,99 et ça s'est transformé en 5 tunnels de 3 mètres de haut. Donc ça, c'est aussi un des obstacles que j'ai dû surmonter quand je me suis installée, obtenir l'autorisation de l'ABF. Le terrain était classé en zone naturelle, donc le PLU du village a dû être révisé pour que ce terrain repasse en zone agricole. Enfin très exactement en zone naturelle agricole. Voilà, il y a eu pas mal d'obstacles à surmonter avant mon install de ce point de vue-là, du point de vue administratif, quoi. Donc là, on arrive sur une technique que vous avez déjà vue chez nos copains belges, c'est comment laver ces plaques alvéolées. Eh bien, on les laisse prendre un gros bain de soleil. Exactement. Tu es passé à côté de notre magnifique station de lavage. Pardon. Oh là là. Effectivement, station de lavage qui est complètement aux normes. Hein. On doit avouer que là, il y a une grosse marge de progression sur la station de lavage. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On n'est pas très Fortier là-dessus. On n'est pas très Fortier. Fortier, il a une station de lavage super giga, méga bien pensée, avec une marche en avant, le bon matos. Nous, on est très loin là. Mais moi, j'avais pas tous les sous pour tout me payer dès le départ, quoi, tu vois. Quand tu démarres et que tu as un budget, tu dois gérer tes priorités, ce dans quoi tu veux investir tout de suite pour être un peu tranquille sur certaines choses. Mais j'avais pas l'argent pour investir dans tout dès la première année. J'ai fait pas mal d'investissements en 2e et 4e année. J'ai choisi de moins aussi me rémunérer pour pouvoir faire en sorte qu'une partie du chiffre d'affaires serve à investir dans des outils qui allaient me permettre d'être plus efficiente. Et alors là, on est sur de la toile tissée et juste là, de la bâche d'ensilage. En fait, c'est l'emplacement de notre ancien tas de compost de déchets verts. Tout à l'heure, je disais qu'on couvre un max le sol avec de la paille, des engrais verts, des cultures, des bâches. On couvre aussi beaucoup le sol avec du compost de déchets verts. Là, c'était notre ancien tas. Maintenant, on a dû le bouger là-bas. On imagine que ça pourrait devenir une zone de culture supplémentaire. Donc ça, ici, on a tout nettoyé, bâché. Et là, c'est pas vraiment terrassé, mais on met une bâche noire occultante pour éviter d'avoir à désherber. Le désherbage, c'est vraiment le tonneau des Danaïdes. C'est un truc que tu dois faire tout le temps. Donc si on peut s'éviter ça, c'est en utilisant ces bâches qui sont pas très esthétiques, qu'utilisent énormément de maraîchers en MSV, quoi. Bien sûr. Alors là, on est passé de l'autre côté de la parcelle pour ne plus être à contre-jour. Et là, moi, il y a un truc qui me choque. C'est à quel point c'est densément semé. Il y a à peine la place pour passer entre les rangs, quoi. Et là, je comprends mieux pourquoi vous cultivez sur 6000 m², en fait. Bah oui, c'est vrai que le système dit bio-intensif, l'idée, c'est d'aller optimiser l'assolement, c'est-à-dire quelle plante tu vas semer ou planter où,
pour qu'il y ait un enchaînement le plus rapide possible entre les cultures. Comme je le disais un peu plus tôt, chaque planche va recevoir au minimum 2 cultures. Pour donner un exemple, au printemps, on va semer une planche de radis. Les radis sont récoltables au bout d'un mois. Radis, petit radis, pas gros radis. Les radis roses, quoi. Donc derrière, au bout d'un mois, une semaine après la fin des radis, on va pouvoir cultiver une salade. Elle va occuper le terrain selon les périodes de l'année, 1 mois et demi, 2 mois. Et puis derrière, on va faire un chou pour l'hiver ou un... Enfin, voilà. L'important, c'est juste que ça change de famille et que ce ne soit pas toujours la même famille de légumes qui reviennent sur la planche. Parce que si tu fais tout le temps revenir les mêmes légumes, ils vont pomper les mêmes choses dans le sol. Les ravageurs vont repérer que ah bah là, il y a tout le temps des choux, donc il y aura plus de ravageurs, plus de problèmes sanitaires. Mais si tu respectes cette rotation et qu'en plus, comme nous, on arrive à le faire, t'intègres un engrais vert à un moment ou à un autre, qui va soit nourrir le sol en azote via les légumineuses, soit le décompacter, enfin voilà, tout ce que peuvent permettre les engrais verts, et ben c'est top parce que du coup tu n'épuises pas ton sol. La seule chose à laquelle il faut faire un peu plus attention quand tu es en bio-intensif, c'est à la fertilisation. Comme je disais tout à l'heure, les 2 premières années j'ai utilisé aucun engrais naturel. Là, depuis 3 ans, on utilise souvent des mélanges de fientes de poule, ricin, corne, vraiment corne l'engrais broyée. bouchon, quoi, comme on dit. Ouais, là, il faut qu'on soit un peu plus vigilante à ça, quoi, parce que c'est vrai que chaque plante a quand même besoin d'une certaine quantité de NPK. On est plus vigilant à ça. Comment vous faites le choix? Parce qu'il y a des endroits où il y a de la toile tissée, et il y a des endroits comme ici. Le sol n'est pas nu, mais il n'est pas non plus complètement couvert par du broyat. Comment ça se gère? Comment vous faites ces choix-là? En fait, assez simplement, tout ce qui est plantable sur bâche tissée va être planté sur bâche tissée. Comme ça, on n'a pas à désherber. Et puis, mine de rien, les bâches tissées, elles laissent à la fois passer l'eau, mais elles retiennent un peu l'humidité du sol. Tu as moins besoin d'irriguer quand tu as des bâches tissées. Et puis ce qui est là à nu, c'est tous nos semis directs. Donc ça, c'est les graines que tu vas aller semer directement sur ton sol. Là, forcément, tu ne peux pas le faire sur bâche. Donc là, tu as des carottes, des betteraves de conservation. Et là, nous, on met des bandes de toile tissée sur les passe-pieds, mais là, on ne les a pas encore mises. Et normalement, on couvre nos passe-pieds comme ça, tu vois, en toile tissée. C'est juste qu'on trouvait ça plus joli sans toile tissée pour ta venue. Moi, je trouve ça intéressant de voir ces bandes de toile tissée. En plus, vous découpez des demi-toiles tissées pour faire ça, ça veut dire oui, tout à fait. Ah ouais, vous vous embêtez. Mais une fois que c'est fait, t'as plus à le faire du tout, quoi. Ouais. Et donc du coup là, cet apport de broyat là, du coup, de compost, ouais. Ah, c'est le compost que vous avez mis là, du coup, ces semis-directs, on les fait tous sur du compost de déchets verts. Comme ce compost de déchets verts, on en met une bonne épaisseur. Et ben ça. Enfin, une bonne épaisseur, ça va. Hein. Moi, j'ai mis 30 cm de broyat sur mes parcelles. Donc. Mais nous, du coup, je dirais qu'on en met 3 bons centimètres. Et ça, le compost de déchets verts, ça permet de limiter le désherbage aussi énormément. Parce que ça bloque la levée des graines qui ne demandent que à pousser. Donc là, nos semis-directs, on les désherbe, peut-être 3-4 fois dans l'année. Mais en fait, c'est rien, quoi. C'est-à-dire, tu passes et en très peu de temps, c'est fait, quoi. Donc ça, c'est un gros avantage de semer les choses sur compost de déchets verts. Carrément. Trop cool. Voilà, alors ça, c'est les maraîchers, les maraîchères. Elle peut pas s'empêcher, elle avait une mauvaise herbe. Oh, il faut que je nettoie, vite, sinon tout le monde va voir que j'ai des mauvaises herbes. Oh non. Non, mais voilà, ça s'appelle la déformation professionnelle. Et alors, moi, il y a un truc qui là me choque. Vous n'avez pas arrêté de dire qu'il n'avait pas arrêté de pleuvoir, Vous avez dit également que vous ne traitiez pas. Et pourtant, je vois ces planches de courgettes plantées les unes sur les autres et elles sont en pleine santé. Comment ça se fait? Nous ne savons pas. Là, c'est un gros cul bordé de nouilles, je dirais. Évidemment, avec Marilou, on se dit ces plants de courgettes vont avoir de l'oïdium. On sait ce qu'est l'oïdium. C'est cette petite poudre blanche, grise, qui se développe à la surface des feuilles et qui finit par tout recouvrir très vite. Comme il pleut depuis qu'on les a plantées, on se disait elles vont choper l'oïdium, c'est sûr. Et pour l'instant, on croise les doigts, elles sont saines et en bonne santé. Et c'est vrai qu'on les plante très serrées, du coup elles ont une durée de vie peut-être un peu moindre que chez certains maraîchers qui les espaceraient davantage. Mais nous on fait en tout 4 séries de courgettes. On fait notre première série sous serre, que tu vas voir tout à l'heure. On en fait une deuxième en plein champ, une troisième en plein champ et à nouveau une quatrième sous serre pour le mois de septembre. Finalement, qu'elle dure un petit peu moins longtemps, c'est pas trop gênant. D'accord, parce que là, par exemple, sur ces planches-là de courgettes de plein champ, vous savez déjà ce qui va derrière? Là, je l'ai pas en tête, là seulement. Mais oui, il y a sûrement quelque chose qui vient après, ouais. Mais grosso merdo, ça, vous allez le couper quand? Je pense fin août.
Mi-août. 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 Ouais. Donc là, juste à ma droite, on a des énormes planches de courges. C'est toutes les courges qu'on va consommer tout l'hiver. Marie-Lou avait envie d'innover et du coup on a fait plein de courges que j'avais pas faites encore. Donc c'est chouette. Chaque année on essaye aussi des nouvelles variétés. T'as mis du patidou. Il y a de la Green d'Hokkaido, il y a de la Futsu Black. Et après il y a les classiques butternut, potimarron, le blue ballet là qui est super. La blue ballet, c'est un potimarron bleu qui est à tomber par terre. On achète beaucoup de nos semences chez AgroSemences parce qu'ils sont français. Ils font que de la semence bio. On achète aussi un peu chez Sativa et un peu chez Volt. Donc là, à nouveau, des choux bâchés pour les altises. Ouais, là, juste, regarde, Nicolas, je te montre, je te disais qu'on s'était fait manger la moitié de nos carottes par les limaces. Voilà, la planche est pas du tout remplie. Si on regarde. Et on a même, tu vois... semée 2 fois. Il y a des gros trous, 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 il y a des Et gros même sur la deuxième planche qui a été aussi beaucoup bouffée, on a planté des betteraves, des oignons. On a été oui, celle-ci, là, au début du milieu, effectivement. Ouais, et même la quatrième, là, regarde, la quatrième, elle est quasi vide, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et là, pas la peine, comme je le disais, de mettre des kilos d'antilimaces parce qu'en fait, il pleuvait tous les jours, donc l'antilimace était lessivé systématiquement. Donc on a laissé leur part aux limaces. Ça grèvera un peu notre chiffre d'affaires, mais c'est comme ça, c'est la vie. Là, on a des oignons qui, malgré la pluie, s'en sortent très bien, ces oignons. Ils sont très beaux. Ouais, ils s'en sortent mieux que les oignons de bottes, les petits blancs et roses qu'on aimerait faire en bottes. Ça, c'est les oignons de conservation. Et ils sont plus résistants au mildiou, tu vois. On voit que les feuilles sont vachement moins attaquées par le mildiou que les oignons d'après, là, qui sont vraiment laminés, quoi. Là-bas, on a des choux. Des choux rouges. Ouais, choux rouges, pas de... Là, ils sont en train d'être récoltés en ce moment même, donc cette semaine, la semaine dernière. Et une fois qu'ils sont gros, on n'a plus besoin de mettre les filets anti-altise. Elles font plus de mal au développement des choux. Et tu vas voir qu'avec la pluie, on a des choux énormissimes. Voyons ça, ces choux énormissimes. Donc en fait, ils peuvent arrêter de grossir, quoi. Viens voir la taille de ce chou, quoi. Là, effectivement... Là, je pense que c'est un chou de 3,5 à 4 kg. C'est un ballon de basket. Ah oui, c'est un très beau chou. Voilà, et ça c'est pareil, quand il pleut énormément, tu peux pas arrêter la pluie. Là, on se dit que si on s'installe ailleurs et sur plus grand, il faudra sans doute qu'on mette le double de surface sous serre, parce qu'avec tous les aléas climatiques auxquels on va avoir affaire, franchement, les cultures protégées, elles seront plus protégées, c'est con. Mais voilà, on arrivera à mieux gérer. Par exemple, on en a planté 180 et il nous en a resté 60 après les limaces, quoi. Ça fait un peu mal. C'est clair. La serre fait quelle taille là du coup? 1000 mètres carrés. D'accord, là on a une serre de 1000 mètres carrés. Et alors, qu'est-ce que c'est que tous ces petits pots là? Ah oui, j'ai lu ça. Alors ok, alors je l'ai. Tu me dis si je me trompe. En gros, l'idée, c'est que tu prends le liseron du sol, tu mets les feuilles dans ton petit pot pour que le liseron il crève sur la tige principale et après il donne l'information jusqu'à la racine et le liseron est censé mourir. Voilà. Est-ce que ça marche? C'est un test de cette saison. Et en tout cas, pour le coup, ça le tue à l'extérieur. Après, à voir est-ce que ça va repousser ou pas, ça... Ok. Le mélange que vous avez mis dedans? Vinaigre de cidre? Vinaigre, j'ai mis un vinaigre de fraise, un vinaigre de ce que j'avais, quoi. Oh, le liseron est chuchoté. Ouais. On lui a donné deux petits. Vinaigre de fraise pour monsieur le liseron, très bien, ok. Et liquide vaisselle, bio. Ok, d'accord. Et ça a l'air de fonctionner. Après, il faudra qu'on voit sur la durée. Est-ce que ces liserons qui, là, sont morts à tout jamais? C'est une manutention de folie. Là, on le teste sous serre, mais en plein champ, je vois pas très bien comment faire avec des petits pots un peu partout. Je peux juste te montrer, Nicolas, le fait qu'on essaye aussi de faire de la mauve. On fait de la bande fleurie. Non, mais on fait une vraiment belle bande fleurie chaque année le long de la serre pour attirer les pollinisateurs, parce qu'il y a beaucoup de cultures sous serre qui ont besoin d'être pollinisées. Et là, c'est sûr que c'est super d'avoir toutes ces fleurs pour attirer les abeilles, les bourdons, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, donc les abeilles ne sortaient pas. Et donc dès qu'elles sortent, elles vont là où elles vont trouver du nectar. On en a plein en bord de serre. Et hop, après, elles vont dans la serre. Et dans la serre, on essaye toujours aussi d'avoir un peu d'œillet d'Inde, de soucis, de belles consoudes ultra mellifères. Ça, c'est vraiment en bio, c'est super important, je trouve, de s'assurer d'avoir des pollinisateurs, quoi. On a dit sur les tomates 5 planches de F1. Ouais, bah c'est celle-là d'ailleurs. Ah, c'est ces 5-ci là? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça c'est les 5 F1. Mais 5 variétés différentes quand même? 4 variétés différentes. 4 variétés qui sont? Paola, Cornu, Corallina, Honeymoon. L'huile de miel. Ouais, c'est censé être la rose de Berne. Ah d'accord. Mais en F1. Donc plan greffé F1. Finalement, en termes de pouces... Tu vois, les fruits sont quand même bien chargés là-bas. Les fruits sont bien chargés là-bas. Ouais. Mais est-ce que ça va peut-être rattraper par la suite ou pas du tout, du tout?
Honnêtement, le plant greffé, comme il est greffé, il est beaucoup plus vigoureux. Donc on dit quand même que les greffés F1 produisent facilement le double de ce que te produit un plant population non greffé. Ça passe du simple au double. C'est énorme. Donc c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que les plants greffés sont aussi censés être plus résistants aux maladies. Du coup, si toi tu perds certains pieds de tomates population en cours de route, qui sont connus pour être un peu moins résistants, bien meilleurs en goût, mais malheureusement un peu moins résistants, bah, tu sais que tes plants greffés, ils te donneront de la tomate, même si tu perds avec un virus certaines tomates sur tes plants population, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte d'équilibre. Là, c'est déséquilibré, parce qu'on a plus de pop que de greffés F1. Voilà, on veut assurer le coup, quoi. Du coup, la question, c'est est-ce que ça, vous l'avez vérifié? Est-ce que vraiment, vous avez moins de maladies sur du greffé F1? Moi, je ne l'ai pas vérifié, en tout cas personnellement, et même au niveau rendement, c'est la première année, enfin peut-être deuxième année, où on pèse vraiment tous nos rendements de légumes, où on va faire bien attention. Le but, c'est vraiment de bien peser ce qu'on récolte sur chaque planche de tomates pour essayer de se rendre compte si le F1, on en a vraiment besoin ou pas. C'est clair que dans l'absolu, beaucoup de maraîchers et de maraîchères aimeraient se passer du F1. Mais attention, le F1, c'est pas de l'OGM, hein, ça il faut bien aussi faire la différence. En fait, le F1, c'est 2 lignées pures. Je grossis le trait, mais imaginons tu veux une aubergine oblongue, zébrée, blanche et violette. Tu vas prendre la lignée pure d'une aubergine oblongue et la lignée pure d'une aubergine zébrée, rose et blanc et violet, pardon. Et tu vas avoir 2 lignées pures qui vont te faire une culture très homogène où les aubergines vont beaucoup se ressembler, avoir des calibres équivalents, voilà. Et souvent une productivité. Ces 2 lignées pures, elles ne pourront pas faire des bébés, c'est-à-dire que les graines de CF1 ne pourront pas être reproductibles à l'infini parce qu'elles vont se croiser et après elles vont faire des bébés qui seront plus issus de lignées pures. Donc elles n'auront plus l'homogénéité que tu avais sur les générations précédentes. C'est de l'hybridation naturelle, enfin c'est pas du génétiquement modifié. Moi je trouve ça tolérable. La seule chose qui m'emmerde là-dedans, c'est la dépendance que tu as vis-à-vis des semenciers parce que c'est eux qui font ce boulot d'hybridation et moi je sais pas le faire donc je peux pas être indépendante. Et il y a des maraîchers, je suis notamment une ferme qui s'appelle la ferme des Gobettes où ils font que de la semence pop. Je trouve que c'est un engagement très fort, quoi. Et alors là par exemple, alors attends, là il va falloir faire dégustation. Donc oh là 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 là, elle dit les mots magiques. L'activité de cet après-midi, c'est hyper difficile, Nicolas. Ouais. Tu vas être chargé de goûter les premières tomates cerises. Et on les attend comme le Messie. Non mais vous les avez pas goûtées, vous? Si, on en a goûté une chacun il y a 2 jours. Le jour de marché, ouais. Ouais, le jour du marché. Donc là, Nawel et Nicolas, vous avez le droit d'aller dans le rang, là. Et donc Nicolas, tu dois prendre évidemment la plus orange que tu trouves. Celle-ci, là, regardez-moi comme elle est belle. Oh là là, alors déjà l'odeur. Déjà il y a l'odeur, les amis. Test olfactif, ok. Test olfactif. J'espère que je vais articuler ce soir. Ouais, on va faire les travaux. Alors là, les filles, c'est plus que validé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici, là? Qu'est-ce qu'elles foutent, ces tomates au milieu de ces brocolis? Ben, il y avait des tomates là l'année dernière. Donc là, l'idée, c'est d'apprécier l'odeur particulièrement délicieuse du brocoli de printemps en décomposition. Bien sûr. Mais qu'on garde pour avoir du brocolini. Eh oui. Ça, c'est une idée de Marilou. Qu'est-ce qu'elle en a des bonnes idées? Ouais. Et alors, c'est marrant, des haricots nains, comme ça, vous en avez partout, hein? Bah ouais, parce que ça, c'est une culture qui fait double emploi. Ah. Tu peux la vendre et elle te ramène de l'azote parce que c'est une légumineuse. Donc c'est à la fois une culture qu'on vend et un engrais vert. Parce que j'ai pas vu d'haricots ramés sur... Il y a une série. On en fait une série, ouais. Qu'on teste, parce que pour l'instant ça n'a pas été un grand succès, la culture de haricots rames ici. Il y a une année où ça s'est bien passé. Moi je trouve que c'est un peu pénible à récolter les haricots rames. Mais, ah ouais? Plus que les haricots nains où là t'es... En fait il faut les choisir parce que le haricot rame il va te donner des haricots 2 à 3 mois. Donc il faut que tu choisisses la bonne taille des haricots, quoi. C'est un travail de sélection à faire à l'œil et c'est assez long la récolte du haricot rame. Alors que le nain, tu prends tout ce qu'il y a sur le pied, et parce qu'on a choisi aussi une variété qui arrive à maturité tous en même temps. Que te dire d'autre? Déjà que les gouttières sont basses. Oui, parce qu'on est à 3 mètres de haut. Nos barres de culture sont à 2,50 m. En fait, on touche assez facilement ce qu'on suspend là. C'est plutôt avantageux, je trouve. La masse d'air est moins importante que dans des serres de 4 mètres de haut. On perd et on gagne plus rapidement en température, tu vois. C'est moins inertique. Le fait qu'elle soit plus basse
Voilà, et là on a perdu tous nos basiliques aussi avec le temps pluvieux et sans soleil de ces derniers mois. On a du basilic thaï là-bas qui a lui mieux résisté à toutes ces températures froides. Marie-Lou a dû repiquer, donc là on a dû acheter des plants de basilic bio pour les bouturer, pour remplacer toute la série qu'on avait perdue à cause du temps. Être maraîchère, c'est tout en souplesse. Il faut toujours avoir des petites solutions comme ça à nos problèmes. Voilà, et là on a un bel exemple d'association qu'on a pu faire en début de plantation des aubergines. Oh non mais là aussi c'est pareil, ces aubergines là, elles sont greffées ou elles sont juste fins? Ça c'est les greffées. Elles sont énormes, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du tronc là. Ouais. Oh, c'est impressionnant. Ouais, donc ça c'est l'aubergine greffée et ça c'est l'aubergine pas greffée. Et en fait les 3 rangées d'aubergines ont été plantées en association avec de l'oignon ciboule. Il y a une question assez technique que je voulais vous poser. Ça c'est la première fois que vous les plantez celle-ci ou pas? Non, on en a toujours fait des aubergines greffées. D'accord, donc vous les avez déjà récoltées l'année dernière? Ouais. Donc la question que je voulais vous poser par rapport à ces aubergines là, c'est quand vous les récoltez, est-ce qu'elles font lolé, lolé, lolé? C'est con. Non, elle parle pas. Elle ne chante pas. On adorerait qu'elle chante, mais tu admireras un système de palissage de l'aubergine que nous n'avons jamais testé. C'est Marie-Lou qui a repéré ce système sur un groupe Facebook qui s'appelle Maraîchage Pro, qu'on conseille vraiment à tous les maraîchers parce qu'il y a énormément d'échanges. Mais oui, du coup, l'idée, c'est de tenir les pieds en bas sous la fourche de l'aubergine avec une corde qui passe des 2 côtés, des poteaux pour tenir le tout et un filet à ramer qui va du coup faire un peu comme un sapin de Noël d'aubergine. Il y a les feuilles qui vont pouvoir dépasser et juste les têtes, tu les laisses à l'intérieur dans l'idée de pouvoir maintenir le tout. Ouais, quand tu fais le mime, on voit bien le sapin d'aubergine. Le sapin de Noël d'aubergine. Ouais. Sur ce groupe Facebook Maraîchage Pro, il y a énormément de maraîchers qui donnent leurs tips, leurs réussites, leurs échecs. Enfin, c'est très instructif. Et c'est des maraîchers de toute la France. Super entraide ou mine d'informations quand on en cherche, quoi. Trop bien. Il me semble qu'il n'y a plus qu'un seul endroit qu'on n'a pas vu chez vous. Aha. Donc ça, c'est une serre de stockage dans laquelle il y a votre petite chambre froide qui fait pas du tout de bruit. Ça, c'est appréciable. Alors, en fait, c'est parce qu'elle se met en route que quand elle doit rafraîchir à l'intérieur. Et comme aujourd'hui, il fait pas trop chaud et qu'elle est à 10-11 degrés et qu'on l'a pas ouverte surtout. Parce que nous, dès qu'on y va, notre présence à 37 degrés la déclenche. Mais là, c'est vrai qu'elle n'a pas eu trop besoin de tourner aujourd'hui. Et donc, nous, on n'a pas eu l'autorisation de faire un bâtiment en dur. Notre ferme, c'est aussi un exemple de ne pas forcément avoir de bâtiment. Après, c'est compliqué parce que, par exemple, on n'a pas de toilette, mais on habite toutes les deux assez proches des jardins. Donc, mais on peut tout à fait être maraîcher et pas avoir de bâtiment en dur. On est très bien protégés parce qu'on est dans l'enceinte d'une maison et on n'est pas sujet au vol. Oui, exact. Ça, c'est clair que notre ferme, elle est close de murs. Pour les animaux, les chevreuils, les sangliers, etc., c'est bien pratique. Mais pour les vols aussi, ça, c'est vrai que c'est une bonne réalité chez pas mal de maraîchers, de se faire piquer des trucs. Ouais. Donc voilà, et donc dans cet abri qui n'existe que depuis 1 an, on y a mis le petit Kubota, le petit tracteur qui est là depuis 1 an aussi. Et alors attends, excuse-moi. Avant qu'on parle du tracteur, là me vient une idée dont on n'a pas parlé. Mais c'est parce que là je vois qu'il y a les investissements de chambre froide. Une chambre froide comme ça coûte combien? Et ensuite, c'est au niveau des investissements. Est-ce que tu as demandé des aides, toi? Des NJA, aides de l'Europe, tout ça, la PAC, machin? J'avais moins de 40 ans quand je me suis installée, en 2019. Je suis née en 80, donc en 2019, j'avais 39 ans. Donc j'étais encore éligible à la DJA. Donc je l'ai demandé. J'avais pas forcément prévu de le faire au départ. Là, dans les Hauts-de-France, comme on était une région assez en retard sur la bio, j'avais droit à 30 000 € de DJA, c'est-à-dire une grosse somme. Et je me suis dit que le jeu en valait la chandelle, parce que c'est quand même énormément de papiers administratifs à gérer. Donc j'ai pas hésité à demander la DJA. Et j'ai aussi, pour tout ce qui a été acheté, tous mes investissements, obtenu à minima 50% d'aide de cofinanceurs, donc soit département-région, soit région-État, soit département Europe ou région Europe. Donc c'est toujours des cofinancements. Et là, je suis tout à fait rassurée sur l'usage de l'argent public européen et l'argent public en général, parce qu'on est vraiment venu contrôler toutes les factures et tout au centime près, quoi. Voilà. Mais là aussi, c'est beaucoup de dossiers administratifs. En 2019, j'ai passé, je pense, la moitié de mon temps à faire des papiers. Je n'avais pas du tout estimé que j'y passerais autant de temps. Voilà. Après, le jeu en vaut à la chandelle parce que, en fait, une grande partie de ce que j'ai financé a été subventionné, quoi. Ça veut dire que, pour répondre à la question, notamment de la chambre froide, mais du coup, plus globalement, l'installation, là, elle a coûté combien? Sachant que tu as de la chance, c'est que tu n'es pas chez toi, donc tu n'as pas eu pour l'instant à investir dans le foncier.
Tout à fait. Écoute, au tout départ, j'avais estimé ça à 60 000 € d'investissement. Je faisais les investissements sur 2 ans. Et en fait, là, ça tourne plus autour de 100 000 € quoi. 5 ans plus tard. Alors l'année dernière, on a redistribué aux humains. L'année d'avant, on a redistribué à l'achat de machines, quoi. Voilà. Selon les années, on va décider que le surplus de ce qu'on a gagné, on va le réinvestir ou le donner aux humains qui ont donné de leur temps pour la ferme, quoi. Bien sûr. Donc du coup, une chambre froide comme ça coûte combien? 6 500 € hors taxe. Ok. Et ce splendide Kubota? Alors ça, c'est mon père qui me l'a offert pour mes 40 ans. Oh là là, papa sympa. Hein. Ouais. J'avoue que là, il me fait pas souvent de cadeaux, mais là, il m'a fait un beau cadeau à 12 500 € hors taxe. Ah oui. Ouais. C'était un très très beau cadeau et moi, je lui ai dit, on en achète un d'occasion, mais il tenait absolument à en acheter un neuf. Donc, il me l'a offert neuf et le broyeur, il était à mon père et du coup, il me l'a donné. Ok. 26 chevaux? Exactement, 24,9 je crois, donc 25. Et donc ça suffit amplement? Pour tout ce qu'on lui demande, broyer, transporter du compost dans la bénette. Tu vois la bénette qui est là? Bien sûr, la bénette qui est juste ici. Moi, je suis pas fan du tracteur. Tout ce qui est un peu dangereux, je kiffe pas. Il y a énormément d'accidents en agriculture à cause des tracteurs. Ouais. On ne le sait pas parce qu'il y a finalement assez peu de gens qui sont agriculteurs. Hein. Je crois qu'on n'est plus que 300 000 ou un truc comme ça. 400, non, 300 000 je crois. 1% de la population. Quand on touche au tracteur, je suis un peu flippée, quoi. Mais c'est vrai qu'il nous rend beaucoup de services. Eh bien, Juliette et Marie-Lou, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette sublime visite et cet échange qu'on a eu. C'était passionnant. Est-ce que, pendant la vidéo qu'on vient de tourner, il y a peut-être un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé? Il y a tellement de choses qu'on aurait pu aborder. Moi, je parle trop. Alors, Marie-Lou. Moi, j'en ai un si vous n'en avez pas. C'est vrai? Pourquoi la ferme Champ Libre? Elle aime bien savoir le nom des fermes, Nawed, à chaque fois. Parce que champ libre, ça veut dire déjà que c'était le seul champ libre du coin. Et puis avoir champ libre, l'expression, tu vois, l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que chacun puisse s'emparer un peu de ce jardin, soit parce qu'il se nourrit ici, soit parce qu'il a envie de cultiver, soit parce qu'il y a des spectacles qu'il a envie de se monter. Voilà, l'idée ce serait d'en faire un lieu ouvert. Malheureusement, mes propriétaires sont pas très favorables à ce que j'accueille du public, mais je pense qu'on y arrivera un jour, ici ou ailleurs. Ouais, l'idée c'est vraiment que chacun puisse un peu s'emparer de ces sujets, de la résilience alimentaire. Pour moi, c'est vraiment des sujets qui concernent tout le monde. C'est pas uniquement nous, les maraîchers, maraîchères. Ça devrait concerner chaque citoyen, en fait. De savoir que de la nourriture est produite pas loin de chez lui et qui contribue à la résilience de notre territoire, quoi. Super. Complètement. Non, super, oui, tout d'accord. Moi, je suis tout d'accord avec elle. Du moment que je peux ne pas parler à la caméra, ça me va très bien. Exactement. Est-ce que tu as un conseil à donner à des gens qui aimeraient se lancer dans le monde agricole? D'aller visiter plein de fermes et surtout de faire une vraie saison dans une même ferme avec un maraîcher, de voir tout ce qui se passe sur 12 mois de l'année ou au moins 8 bons gros mois de l'année. Voir si le corps suit, voir tous les conseils que tu peux prendre. Ouais, je dirais et visiter des fermes, mais surtout faire une vraie saison entière avec une personne. Et enfin, le mot de la fin. Savoir se mettre des limites dans le travail, parce que quand tu deviens maraîcher, maraîchère agri, paysan, et quel que soit ton domaine, l'arbo, l'élevage, etc., c'est des métiers qui sont très exclusifs, qui prennent beaucoup de temps, donc c'est assez difficile, et souvent c'est des métiers de passion, en fait, on est des gens qui sommes tous, je trouve, très passionnés, donc tu comptes pas, quoi. Mais en fait, il faut compter un peu, parce que c'est aussi des métiers où si t'as pas un équilibre de vie un peu autre, tu peux te faire bouffer, je pense, assez facilement. Et c'est des métiers aussi où je conseille de le faire à plusieurs, parce que j'ai démarré seule, mais je vois à quel point le système à plusieurs, c'est plus de joie pour moi, plus de joie pour les autres, c'est plus résilient aussi, si jamais il se passe quoi que ce soit. Voilà, donc je trouve que c'était assez téméraire de ma part de m'installer seule. Et en même temps, voilà, l'association, c'est une autre exigence, hein, mais quand tu trouves la bonne personne, c'est super chouette, quoi. C'est un beau mot de la fin quand même. Hein. Eh bien écoutez les amis, on peut dire au revoir aux gens là-bas. Au revoir. C'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.